Troie est en pleine gloire. Elle est assiégée par les Grecs qui n'arrivent pas à la prendre, mais le cheval de Troie, dont l'histoire est racontée en détail, fait que les Grecs entrent dans Troie, prennent la ville, la saccagent. Une poignée d'hommes de toutes catégories, sous la conduite d'un des héros, qui n'est pas Hector tué, mais Énée, arrivent à fuir et décident de partir ailleurs, fonder une ville. Ils vont donc faire la traversée de la Méditerranée, depuis la côte turque, jusqu'en Bulgarie, puis en Crète, puis ils arriveront en Sicile. Et ils apprennent plus ou moins vaguement, Énée ne le sait qu'à moitié, il faudra qu'il ait une révélation pour en être bien sûr, Énée sait à moitié qu'il a un but, une terre au bout de l'Occident, elle s'appelle Hesperia, l'Ouest, qui s'appelle aussi l'Italie, dans la langue du pays, et que là, il devra fonder une ville, une petite ville. Et de cette ville sortiront des années après le plus grand empire qui soit au monde, qui s'étendra de l'Andalousie à l'Afghanistan et de là au Maroc. Je vais chanter la guerre et celui qui, exilé, prédestiné, tout a commencé par lui, vint des parages de Troie en Italie, à Lavinium, sur le rivage. Lui qui, sur terre et sur mer, fut longtemps le jouet des puissances célestes, à cause de la rancune tenace de la cruelle Junon, qui eut tant à souffrir de la guerre pour fonder à ce prix une ville et installer ses pénates dans le Latium. D'où la nation latine, Albe et ses anciens, et les murailles de la noble Rome. Bonjour Florence Dupont. Bonjour. Vous êtes latiniste et professeur émérite à l'université Paris Diderot. Vous avez notamment écrit en 2011 Rome, la ville sans origine, l'Énéide, un grand récit du métissage, paru aux éditions du Promeneur. Je suis donc ravie d'ouvrir cette semaine consacrée à Rome avec vous. Alors ce n'est pas Virgile qu'on a tout d'abord entendu, mais c'est Paul Venn. C'était en 2012 sur France Culture, au micro de Frédéric Lenoir. Paul Venn, donc historien et traducteur de l'Énéide. Et il présente l'Énéide comme un récit de la fondation, dit-il. Énée va fonder une petite ville, comme l'indique d'ailleurs le tout début du chant 1 de l'Énéide que j'ai lu. Alors est-ce une des raisons pour notre fascination de notre fascination pour Rome, Florence Dupont, que d'y voir dans cette ville l'origine de notre propre identité, de ce que nous sommes aujourd'hui? Oui, Paul Venn est un magnifique traducteur de l'Énéide. Cependant, sa façon de présenter l'Énéide est, je crois, volontairement anachronique, puisque l'espace dans lequel il s'installe est un espace contemporain. Il parle de Turquie, de Maroc, etc. Et donc, en fait, l'espace géographique, l'espace culturel, où Énée évolue, est un espace unifié. C'est un espace entièrement, je dirais, grec. Les Troyens sont des Grecs comme les autres. Enfin, et il n'y a pas d'identité culturelle ni d'identité nationale qui va s'opposer. Et le parcours que Virgile imagine pour Énée est en fait une banalité à l'époque. C'est-à-dire, en fait, toutes les cités de la Méditerranée, que ce soit Carthage, en Espagne, Marseille, sont toutes se racontent grâce à des récits qui sont généralement composés par des poètes grecs, hein, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Troyen, quelqu'un vient de la ville de Troie ou vient de Sparte ou d'ailleurs et va fonder une ville, une colonie en Méditerranée. Donc en fait, il y a rien de particulier dans ce récit d'Énée. Il est bon. Après, il devient particulier, mais la structure qui est à l'origine, elle est complètement banale. Mais est-ce qu'on peut banaliser à ce point un texte qui est qui est resté comme le récit de la fondation de Rome et en lequel on voit d'ailleurs notre origine finalement? Alors nous, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un monument poétique qui a été élevé par Virgile pour Auguste.
pour Auguste, donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, il faut rappeler le contexte d'écriture de l'Énéide. À ce moment-là, c'est une période de bouleversement politique. Octave, qui deviendra Auguste, prend le titre Antoine, oui, et devient prince puis empereur. Et à ce moment-là, ce récit de l'Énéide a une utilité. Il n'est pas gratuit. Et son utilité, c'est quand même de fonder l'origine, la légitimité d'Auguste en disant qu'en fait, il arrive naturellement au pouvoir parce que c'est un ancêtre, parce que finalement, son ancêtre, c'est Énée. Oui, alors je dirais pas du tout les choses comme ça. Et bon, en fait, récit de fondation, pas vraiment, puisque et ensuite récit des origines au sens moderne, pas vraiment. 2 points simplement. Énée, donc qui, comme n'importe quel héros de ces récits grecs de fondation, va fonder une ville, Lavinium, hein, qui est comme le dit très bien Paul Venn, une petite ville. Hein, et à l'époque d'Auguste, cette petite ville où il y a pratiquement plus d'habitants n'a qu'une raison d'être, une seule raison d'être, c'est de posséder le sanctuaire des pénates de Rome. Et et parce que les pénates de Rome ne peuvent pas être à Rome. Alors déjà, si vous voulez, alors ce qu'il y a de différent dans cette histoire d'Énée par rapport à d'autres récits grecs de fondation, c'est qu'effectivement, Énée ne fonde pas Rome. Hein, et que quelque chose de Rome sera toujours à l'extérieur de Rome, et qui est même les pénates. Donc, si ce sont les dieux du garde-manger, comme on dit, enfin les dieux du cœur même de la maison, qui sont associés au feu sacré de la maison, ils sont extérieurs de Rome. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, entre Auguste Octave, hein, qui est le fils adoptif de César, donc qui s'appelle Iulius, comme son père, mais il n'y a absolument aucune filiation au sens moderne du terme. Hein. Lui-même, Jules César n'est pas du tout le descendant d'une longue généalogie qui remonterait à Iule, fils d'Énée. En fait, on n'est pas dans la généalogie, à la différence de ce qui peut se raconter dans des cités qui ont gardé le modèle grec du fondateur, où on fait des longues généalogies. Là, pas du tout, il y a une coupure. Il y a une coupure, et en fait, cette coupure, on la saisit très bien, cette profonde différence entre la façon dont les Romains, et d'ailleurs beaucoup d'autres villes italiennes se racontent, et la façon grecque, c'est le nom. Un grec, hein, par exemple Périclès, fils d'eux, etc., on a comme ça une généalogie, fils d'eux, qui remonte. À Rome, pas du tout. Hein. Ce qui vous inscrit dans une famille, c'est le nom, ce qu'on appellerait aujourd'hui le nom propre. Caius, Julius, Caesar. Hein, et son Julius, qui est le nomen, chose qui n'existe absolument pas en Grèce. Bon, on fait remonter à Iule, mais si vous voulez, de façon purement verbale. Il a un nom de famille qui est rattaché à un nom qui a été donné à Iule de la façon grecque, hein, parce que Iule, fils d'Énée. Donc en fait, il y a une rupture entre ce monde de la généalogie et le monde romain qui n'est pas un monde de la généalogie. Alors, si ce n'est pas un monde de la généalogie, c'est un monde qu'on pourrait définir de quelle manière ? C'est pour ça que je dis c'est un monde sans origine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs le modèle de l'Énéide le fait très, très bien comprendre, les Romains se pensent romains, non pas parce qu'ils seraient nés à Rome, de Romains, mais parce que ils appartiennent par leur nom de famille, hein, donc par un père, mais un père qui a existé ou pas, à une cité qui n'est pas Rome, mais dont tous les citoyens sont aussi citoyens romains. C'est extrêmement simple. Je prends l'exemple de Cicéron. Il est d'Arpinum, hein, petite ville italienne, et s'il est citoyen romain, c'est parce que les citoyens d'Arpinum, parce qu'il est né à Arpinum, les citoyens d'Arpinum sont citoyens romains.
Oui, donc en fait, il y a une double inscription dans l'univers civique, hein, et cette double inscription s'inscrit dans le nom. C'est-à-dire qu'en fait, Tullius, enfin Cicéron, quoi. Bon, tout se passe comme si il avait un jour quelqu'un était venu d'ailleurs qui s'appellerait Tullus, hein, et qui se serait installé à Arpinum, et là aurait pris le nom de famille de Tullius, aurait donné le nom de famille de Tullius à ses enfants, et voilà. Donc en fait, c'est toujours comme ça, et donc c'est complètement différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, de ce qu'est une généalogie. Voilà. Ce qui est intéressant avec l'Énéide, c'est que finalement, ce n'est pas tant un récit des origines dans lequel on pourrait situer, on va dire, la source, le lieu, avec Rome, d'une origine qui serait celle de notre civilisation, pour le dire très rapidement, avec une sorte de flou autour de ce nôtre et civilisation. Mais néanmoins, l'Énéide, c'est aussi une manière de penser de manière très actuelle un rapport à la filiation. C'est-à-dire qu'on n'est plus ancré dans une terre, on n'est plus, on arrive et c'est finalement juste le nom et soi-même suffit à nous définir. Est-ce qu'on peut voir l'Énéide comme un récit assez actuel sur l'identité ? C'est-à-dire que, ou plus exactement contre l'identité. Enfin, je veux dire, contre une identité qui aurait un contenu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est citoyen romain, on est juste citoyen romain. Hein, et on ne vous demande rien. Disons que c'est une représentation qui date sans doute du IIe siècle avant Jésus-Christ. De toute façon, on n'a pas de document qui remonte plus haut, hein, de vrais documents. Voilà. Mais disons que c'est une façon de penser comme ça. On est toujours enfant de quelqu'un. Le citoyen romain est toujours le fils de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voici plus de 3000 ans, dans la plaine du Tibre, entre les monts Albins et la mer Tyrrhénienne, vivait un petit peuple pacifique qui, bientôt, allait porter le nom de Latin. Selon la tradition, son centre religieux était l'Orante, une modeste cité située ici, à une vingtaine de kilomètres du lieu où, plus tard, se dressera Rome, dont Virgile, Tite-Live et Cicéron nous ont conté les origines. Lorsque Virgile écrivit les 12 chants de l'Énéide pour glorifier les origines de la Rome d'Auguste, ces héros légendaires n'étaient plus que des noms, inscrits sur le marbre froid des statues. Des milliers d'années sont passées, le Tibre coule paresseusement vers la mer, comme jadis, lorsque Virgile contemplait ses rives boisées en imaginant Énée et ses compagnons troyens abordant le Latium, au terme du long périple que les dieux leur avaient imposé. La reine réclame une coupe lourde d'or et de gemmes, familière à Bélus et à tous ses descendants, et l'emplit de vin. On fit silence dans la demeure. Jupiter, puisque, dit-on, tu accordes des droits aux hôtes, veuille que les Tyriens et ceux qui sont partis de Troie vivent aujourd'hui un jour de joie, et que nos descendants en gardent la mémoire. Que Bacchus, qui donne la joie, nous assiste, et la bonne Junon. Et vous, Tyriens, célébrez cette rencontre dans les applaudissements. Elle dit, et sur la table versa une libation aux dieux. L'offrande accomplie, la première elle effleura la coupe de ses lèvres, puis la passa à Bithyas, l'invitant à boire. Lui, empressé, vida la patère écumante et s'abreuva dans la coupe d'or massif. Les autres princes boivent après lui. Iopas à la longue chevelure, qui fut l'élève du grand Atlas, fait sonner sa cithare dorée. Il chante les errances de la lune et les éclipses du soleil, l'origine des hommes et des bêtes, les causes de la pluie et des éclairs. Il chante l'Arcture
et les Hyades pluvieuses, et la constellation des 2 ours. Il explique la hâte des soleils d'hiver à plonger dans l'océan, ou quel obstacle retarde la tombée des lentes nuits d'été. Les Tyriens applaudissent à l'envi, imités par les Troyens. Florence Dupont, on a tout d'abord entendu une présentation de l'Énéide qui avait été adaptée en feuilleton pour l'ORTF en 1975. Le présentateur, c'était Pierre Vanek. Et tout de suite, je vais vous donner la parole parce que vous n'aviez pas l'air d'être d'accord avec ce qui était dit dans cette présentation de l'Énéide. C'est-à-dire qu'en fait, cette présentation de l'Énéide ajoute un effet historique comme si et qui n'est pas le fait de l'Énéide, comme si l'Énéide, même comme fiction, avait inventé une préhistoire de Rome avec un monde qui serait archaïque, primitif, etc. Alors que, et c'est ce que montre bien justement l'extrait suivant. Donc qui est un extrait du chant 1, c'est le banquet chez Didon. Voilà. Et donc Didon prend la parole et la cède ensuite à Iopas, donc à un Naède. Et on voit qu'il y a un enchevêtrement dans ce texte de plusieurs références. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors le banquet Didon, du point de vue du luxe, comme on l'a entendu, c'est un banquet qui a toutes les caractéristiques de l'époque contemporaine de Virgile. Et donc avec et même d'ailleurs des pratiques qui sont celles de contemporaines de Virgile, c'est-à-dire que c'est pas du tout un banquet homérique. Voilà, c'est pas un banquet à la façon d'Homère, alors que s'il y avait un effet de construction historique, le banquet chez Didon devrait ressembler à un banquet homérique, puisque c'est à peu près la même époque, si je peux dire. Et en fait, ils applaudissent ça, et ils applaudissent tous les convives à une sorte de cours d'astronomie, comme d'ailleurs les Romains aimaient beaucoup. Il y avait comme ça, pour faire des cours d'astronomie au milieu des banquets, c'était une sorte de divertissement scientifique qu'ils adoraient. Donc ça, on est là. Et puis, ensuite, qui parle? Et là, tout d'un coup, surgit celui que vous avez appelé à juste titre Laède, mais qui est en fait un élève d'Atlas. Or, Atlas, dans la mythologie grecque, c'est vraiment les premiers temps de l'humanité. Donc, alors, on va pas dire ça en d'années, mais c'est des générations avant la guerre de Troie, c'est les débuts du monde. Or, ce malheureux Iopas, ce malheureux, plus, on lui donne un aspect archaïque, il a été l'élève d'Atlas. Donc, tout ça est un montage qui fait que on est dans l'achronie. On n'est pas du tout dans l'achronie. Et cette achronie est caractéristique de toute l'Énéide. C'est-à-dire qu'en fait, tous les temps, en fait, on a des temps mythiques et des temps contemporains. Et en fait, ces temps mythiques fonctionnent comme l'origo, c'est-à-dire en français l'étymologie. C'est-à-dire il est présent, ces temps mythiques sont présents, sont actualisés. Il n'y a pas d'effet de récit. Est-ce que vous pouvez définir plus précisément l'origo? Parce que tout à l'heure, on disait que l'Énéide n'était pas un récit des origines. Est-ce qu'on peut dire que c'est un récit de l'origo? Et auquel cas, il faudrait définir précisément ce qu'on entend par là. Oui, l'origo est évidemment un terme latin que les Romains utilisent justement pour désigner cette façon très particulière d'être citoyen romain par son origo. C'est-à-dire par cet ancêtre qui se serait installé dans une ville d'Italie et qui aurait acquis la citoyenneté romaine. Et l'origo, c'est ça, c'est-à-dire, par exemple, dans le nomen, Iulius, l'origo, c'est Iule. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est présent, en particulier dans la parole, dans les mots, mais qui ne présume pas d'un récit. Et en fait, entre Iule et Iulius, on peut fabriquer n'importe quel récit. On peut raconter n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a aucun modèle narratif qui s'impose. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les grandes familles romaines, parce que ce que nous avons vu là pour Octave, c'est général. C'est-à-dire, toutes les grandes familles romaines ont un ancêtre
troyen, alors il ne faudrait pas dire grec d'ailleurs parce qu'ils sont tous grecs, achéen, qui vient de tel ou tel endroit et qui s'est installé en Italie, généralement dans une petite ville italienne, a donné son nom, donc son nom à une famille. Et voilà, donc on a comme ça les clos, voilà. Donc en fait, l'origo c'est ça, c'est un modèle. Alors ça, c'est un modèle propre à Rome. Enfin, que moi j'ai vu propre à Rome. Peut-être que quelqu'un va trouver qu'il est aussi présent ailleurs dans l'Antiquité, mais moi je l'ai vu propre à Rome. Et avant moi, c'est un juriste, Yann Thomas, qui a développé cette représentation très particulière de ce qui est que nous pensons comme origine, mais qui n'est pas origine au sens moderne du terme, qui est donc cet origo. Qui est une sorte de commencement absolu, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Mais à ce moment-là, on réinjecterait une notion d'histoire, à savoir que l'origo, même si c'est pas l'origine, même si on l'insère pas dans une histoire, elle marque bien un début d'une certaine manière. Mais c'est un début dont tout le monde sait que c'est une fiction juridique. C'est-à-dire, c'est un début, ça n'existe. Ses ancêtres, l'ancêtre qui est arrivé, Yule, il est arrivé pour l'avenir. En fait, quand il y a du récit, il est toujours dirigé vers l'avenir. Par exemple, lorsque on parlait tout à l'heure de l'arrivée des Troyens, sur le futur emplacement de Rome. Lorsqu'ils arrivent dans le futur emplacement de Rome, à un moment est né, rencontre un Grec, Évandre, un Arcadien, qui est installé là depuis longtemps, parce qu'il y a toujours des gens avant. C'est pour ça que le commencement absolu est difficile. Il y a toujours des gens avant, et cet Évandre en question lui fait visiter ce qui sera le futur emplacement de Rome. Mais il lui fait visiter. En fait, les paroles d'Évandre ne sont pas destinées à Énée qui n'y comprendrait rien, puisqu'il lui dit là il y a le forum, là etc. Là il y a tel sanctuaire, mais qui sont tous postérieurs si on faisait de l'histoire, mais qui sont ceux que les lecteurs de Virgile peuvent voir à ce moment-là, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les guerriers achéens montèrent tous sur leurs chars et Achille tira les sorts et chacun prit la place attribuée. Phénix se plaça près de la borne comme observateur. Tous, levant leurs fouets, excitèrent leur attelage qui s'élancèrent à travers la plaine. La poussière tourbillonnait et les crinières flottaient au vent. Les chars bondissaient, les conducteurs se tenaient fermes sur leurs sièges, stimulant les chevaux. Quand ils eurent tourné la borne et qu'ils revinrent vers la mer Blanche, l'ardeur des conducteurs redoubla. Les juments de Mélos étaient en tête, suivis de près par Diomède. Apollon, irrité, fit tomber des mains de Diomède son fouet, l'attelage n'étant plus aiguillonné, ralentit. Athéna, ayant aperçu Apollon, rendit le fouet à Diomède et brisa le joug des juments de Mélos. Le timon tomba et Eumélos glissa du char, se déchirant les bras, la bouche et le nez. Diomède le devança, suivi de Ménélas et d'Antiloque. Lorsque le chemin se rétrécit, défoncé par les pluies de l'hiver, formant un trou profond, Ménélas voulut l'éviter, mais Antiloque était déjà sur lui. « Antiloque, conduis plus doucement, tu vas te jeter sur moi. Attends que le chemin s'élargisse à nouveau. » Antiloque, faisant comme s'il ne l'avait pas entendu, fouetta de plus belle ses chevaux. Ménélas dut ralentir les siens de peur d'un accrochage et Antiloque le devança. Pendant que les Achéens regardaient les chars qui volaient dans la plaine, Diomède arriva, agita sans relâche son fouet sur ses chevaux, les roues du char laissaient à peine une trace dans la poussière. Gyas est le premier à se détacher des autres et à s'échapper en tête, tandis qu'on bouscule et qu'on pousse des cris. Avec de meilleurs rameurs, Clonte ne fait que le suivre car le poids de son vaisseau le retarde. Puis viennent, à égale distance tous deux, la baleine et le centaure qui tâchent de se surpasser l'un l'autre. Tantôt la baleine a la supériorité,
Tantôt, le gigantesque centaure la dépasse et l'emporte. Tantôt, tous deux vont bord à bord, labourant les flots salés de leurs carènes effilées. Ils étaient déjà tout proches de l'écueil, avaient atteint la borne, quand Gyas, qui était en tête, vainqueur à mi-course, s'en prend au pilote de son vaisseau, Ménétès, et lui crie « Que vas-tu me faire là, tout à droite? Coupe par ici, ne quitte pas le rivage, laisse à gauche les pales frôler le rocher. Aux autres de passer au large. » Il a beau dire, Ménétès craint des récifs sous-marins et vire vers la mer libre. Et Gyas de le rappeler « Où vas-tu? C'est le mauvais côté, gagne l'écueil, Ménétès, répète-t-il à grands cris. Toi qui reviens d'une course lointaine, le cœur léger, regarde bien ici l'eau des fontaines n'a pas changé. Repose-toi de poursuivre la gloire quelques instants. Penche ton front et là tu pourras boire tout comme avant. Nous monterons tous deux sur la terrasse, au mur de lierre, si près du ciel qu'un seul regard embarrasse la ville entière. Et tu verras que rien ne nous échappe de ces palais, de ces jardins, de ce dôme où le pape prie pour la paix. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h30 tout pile et c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à la ville éternelle, Rome. Et aujourd'hui, nous évoquons la fondation de Rome, enfin pas tout à fait, en fait l'origo de Rome, à partir de l'Énéide de Virgile, en compagnie de Florence Dupont, latiniste, professeure émérite à l'université Paris Diderot et surtout auteur de Rome, la ville sans origine, l'Énéide, un grand récit du métissage qui est paru en 2011 aux éditions du Promeneur. Nous parlerons de nos anciens automnes. Quel joli temps, en souriant au bonheur que nous donne ce vieux printemps. Rome. Florence Dupont, j'ai lu tout d'abord un extrait de l'Iliade, c'est le chant 23, en fait c'est une course de chars. Et ensuite, on a entendu, c'est un extrait du chant 5 de l'Énéide. Et là aussi, c'est une course, mais non pas de chars, mais de bateaux. Et on voit clairement que si Virgile ne fait pas référence à un passé, néanmoins, on peut quand même dire qu'il reprend Homère et qu'il le parodie d'une certaine manière. Oui, alors, donc toute l'Énéide est écrite à partir d'Homère, c'est-à-dire de l'Odyssée et de l'Iliade. La première partie de l'Énéide, c'est une nouvelle Odyssée, puisque ce sont les voyages d'Énée à travers la Méditerranée jusqu'en Italie. Et la deuxième partie, c'est une nouvelle Iliade, en quelque sorte, enfin en gros, puisque ça se finit par une guerre autour d'une ville. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que il faut bien voir comment, dans l'Antiquité, les poètes écrivent. Ils écrivent à partir d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est premier, c'est la réécriture d'Homère. Et pour réécrire Homère, il va créer des personnages. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a absolument aucun souvenir. C'est pas à partir des traces de légendes, etc. En particulier, tous ces noms des capitaines de bateaux. On reviendra sur les bateaux tout à l'heure. Mais eh bien, en fait, ces noms ont été fabriqués en grec à partir des noms de famille des grandes familles romaines. Et c'est donc parce que il n'y a aucune mémoire
mythologique, mythique, etc. Il n'y a aucune légende. Hein. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Alors, vous avez raison, il y a une sorte de parodie. Alors, est-ce que c'est drôle ou pas pour les lecteurs de l'époque? Je ne sais pas. Mais effectivement, la course de chars, elle est sérieuse, disons, dans l'Iliade. Là, elle n'est pas vraiment aussi sérieuse parce que d'abord, dans la course de navires, les gens lorsque les chars... lorsqu'un char se retourne, c'est très dangereux. Là, simplement, il tombe à l'eau. Hein, et il barbote et tout le monde rit. Enfin, je veux dire, voilà. En plus, cette course de bateau, il n'y en a pas. Je veux dire, ça ne renvoie pas à une expérience. C'est complètement imaginaire et c'est drôle parce que, en fait, ce que le lecteur suit, tout le monde connaît. Tous les gens ont lu Homère dans leur enfance. Hein. Ils ont été formés à partir de là. Donc, ils savent ça par cœur. Hein. Et donc, ils ont ça en tête quand ils lisent. Et au fond, l'enjeu du texte, c'est comment est-ce qu'il va réussir à nous fabriquer une course de navire à partir de l'Iliade. Et donc, c'est génial. Il invente, alors à la place de la borne, il invente un récif, etc. Et à l'origine de tout ça, il y a en fait une métaphore. C'est que lorsqu'il y a une description des courses de chars, alors eux ils en connaissent, puisqu'ils en connaissent, les Romains connaissent les courses de chars, ils les connaissent dans l'hippodrome à Rome, hein, mais la métaphore est celui du naufrage. C'est-à-dire que lorsqu'un char se retourne, on dit qu'il fait naufrage. Et par conséquent, à partir de cette métaphore banale, on peut imaginer que Virgile a inventé cette course de bateau. Voilà. En fait, toute l'Énéide est fabriquée comme ça. Mais pour un lecteur aujourd'hui de l'Énéide, cette référence à Homère, on la sent, mais on la lit on est très premier degré finalement sur cette référence. On se dit que c'est l'Énéide est comme l'Odyssée ou l'Iliade, à savoir un poème qui va permettre avec un héros qui combat, qui lutte, qui a des valeurs et qui va fonder quelque chose, qui va sortir en tout cas vivant et plus fort de lutte. Et c'est aussi, si on lit l'Énéide, on peut avoir du mal à saisir cette dimension parodique et dérisoire. Peut-être pas dérisoire, mais si vous voulez, le problème, c'est que nous, si on imite, aujourd'hui, un poète qui imite va être dans la parodie ou la dérision. Là, c'est normal. C'est comme ça que tout le monde écrit. Hein. Et c'est vrai aussi que cette négation du temps, hein, qui nous fait le banquet chez Didon dont vous avez lu les extraits, pour nous c'est complètement kitsch. Je veux dire, ce type qui surgit de la préhistoire. Enfin, vous imaginez, vous avez un repas d'affaires aujourd'hui comme ça très, et puis tout d'un coup un type sort de la préhistoire, avec sa massue, et pour expliquer Einstein, ça fait un peu bizarre quand même. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Alors, je pense qu'il trouve ça formidable parce que c'est tellement malin, quoi. C'est tellement malin. Je pense que c'est ça. Mais nous, effectivement, aujourd'hui, on peut pas le saisir, puisque il faudrait qu'on ait toutes les références en tête. C'est le grand problème. C'est pas fait pour nous. C'est fait. Ça n'est lisible que pour les contemporains d'Auguste. Hein, alors, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, de l'Énéide aujourd'hui ? Je sais pas, on peut en faire ce qu'on veut. Le problème, c'est de ne pas le prendre au sérieux non plus. Je veux dire, on peut fabriquer, effectivement, faire des péplums, on peut faire ce qu'on veut. Mais, ou bien, c'est pour ça que moi, j'ai un moment, je dis, l'Énéide, c'est comme la vie de Brian. C'est comme les Monty Python. Hein. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Alors, bon, évidemment, mais avec cette différence que c'est sans doute pas destiné à faire rire. Hein. Parce que, mais, je sais pas ce qu'on peut faire de l'Énéide. On peut... Je sais pas. Mais c'est pas très grave parce qu'on peut en prendre un petit bout, hein, et puis regarder comment c'est fabriqué. Hein. Mais force est de reconnaître que, par exemple, la vie de Brian construit quelque chose, propose quelque chose, des personnages auxquels on s'attache et avec lesquels on va rire. Et de la même manière, si l'Énéide, la dimension humoristique est moins visible pour nous, on a quand même un récit, un espace littéraire qui se crée avec des événements, des personnages qu'on suit et qu'on a plaisir à suivre. Alors, je ne sais pas si c'est. Il y a quand même une valeur esthétique et même littéraire. Sûrement, hein, sûrement. Mais le problème, c'est que c'est pas un récit au sens où nous l'entendons. Et c'est or nous aimons
les bonnes histoires. Enfin, je veux dire, ceux qui font les bons films, les bonnes histoires. Or, en fait, et c'est ça souvent qui fait que l'Énéide, on trouve ça un peu fadasse. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de suspense. Hein. Et puis, quand Énée, qui est le gentil héros, le pious... Mais il n'y a pas de suspense non plus dans l'Odyssée ou l'Iliade. Mais il y a plein d'histoires où il n'y a pas de suspense, finalement. Oui, vous n'avez pas tout fait tort. Hein. Mais est-ce que les gens lisent beaucoup l'Iliade aujourd'hui? Je veux dire, c'est pas peut-être pas, mais même si on étend ça, c'est-à-dire que est-ce que finalement la spécificité de l'Énéide n'est pas d'avoir créé aussi un genre où le suspense n'a pas lieu d'être, ou je sais pas moi par exemple, si on lit Jane Austen, on sait qu'à la fin ils vont se marier. Bon, il n'y a pas de suspense. Vous avez raison. Mais du coup, alors vous avez tout à fait raison, c'est une bonne façon d'appréhender l'Énéide, mais malheureusement, c'est rarement comme ça que c'est appréhendé. Hein, comme si c'était une histoire qui venait... Alors qu'en fait, tout ça, c'est une façon de traverser le présent. Le problème quand même qui reste, même si vous avez tout à fait raison, le problème qui reste, c'est que c'est ce jeu avec le contemporain du lecteur qui est la Rome d'Auguste. Virgile ébauche l'Énéide en se servant du même système que pour écrire les Géorgiques. Il dicte. Mais d'abord, il dicte en prose et divise sa prose en 12 livres qu'il mettra peu à peu en vers. Toujours avec sa méthode de la promenade. Du canard au poisson, du poisson à l'oiseau, de l'oiseau au bouc, du bouc aux plumes de casque, au bouclier de Mars, au ventre de Didon, au charnier des vaincus, aux cyprès qui descendent en file indienne vers la mer, aux îles qui bombent leurs échines d'or au-dessus de l'eau noire étincelante d'écume et de reflets. Après 11 ans de travail, il n'est pas satisfait. Il a composé à travers la prose selon son bon plaisir, sans suivre l'ordre de la construction. Quand une dureté a voulu retarder son élan, il a laissé des passages inachevés. À d'autres, il n'a donné que le support de vers provisoires qu'il mettait, dit-il lui-même, par-ci par-là comme des étais en attendant les vraies colonnes. Malgré cette utilisation parfaite des instants d'inspiration, il trouve son poème imparfait. Il se dit que, peut-être, il aurait dû connaître ces lieux de Grèce et d'Asie, d'où part et où touche son odyssée latine. Il décide d'y aller. Il songe à y rester 3 ans pendant lesquels il corrigera et améliorera le poème en se promenant sur les vraies terrasses, en écrasant du pied la vraie histoire des vraies mosaïques. Bref, il veut connaître le rythme natif des pays rouges d'où son héros est sorti. Il se dit qu'après ça, il consacrera le reste de sa vie à la philosophie. Mais, avant de partir, il ne perd pas le nord. S'il n'est pas content de l'Énéide, ce n'est pas cuisine d'auteur et vapeur de femmelette. Il pense vraiment en homme, qu'il y a trop de différence entre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait. Un mot est un être individuel dont la nature et la structure sont déterminées, dont la force agit sur le psychisme, non sans capacité à se propager. Si l'on voulait se représenter la genèse d'un mot comme l'engendrement d'un humain, elle ressemblerait à la naissance d'une figure idéale dans l'imagination de l'artiste. Par conséquent, comment un mot dont la signification n'est pas immédiatement donnée par les sens pourrait-il jamais être parfaitement équivalent à un mot d'une autre langue ? Cela ne doit pourtant pas nous faire redouter de traduire. La traduction, et précisément celle des poètes, est au contraire l'une des tâches les plus nécessaires dans une littérature afin d'élargir l'importance de la capacité expressive de leur propre langue. Car c'est bien une propriété merveilleuse des langues de pouvoir être élevées sans limite, par l'esprit des nations dont chacune façonne la sienne, jusqu'à une utilisation supérieure et toujours plus diversifiée. Florence Dupont, on a entendu, lu par Jean-Louis Jacopin, Jean Giono qui raconte dans Virgile ou les palais de l'Atlantide, en 1943,
comment Virgile aurait composé l'Énéide. Et juste après, j'ai lu, c'est un texte de Wilhelm von Humboldt, Introduction à l'Agamemnon d'Eschyle de 1816, qui évoque le problème de la traduction d'une langue à une autre. Donc on va rester un petit peu sur ce thème du rapport de Virgile à Homère et voir finalement ce que peut-être la spécificité, on l'a évoqué un tout petit peu, que la spécificité de Virgile, c'est d'ouvrir un espace ou un espace littéraire plutôt qu'un espace historique, et du coup inaugure à ce moment-là un commencement absolu, et il va de pair avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir avec la notion d'origo, cette sorte d'identité vide. Florence Dupont. Oui, alors le texte de Giono est très intéressant parce que en tant que poète, il utilise des documents antiques, hein, donc un peu romancés, mais alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est lorsqu'il dit que c'est l'histoire des vers étais. C'est-à-dire qu'en fait, les vers composés dans l'Antiquité ne sont pas des vers qui seraient une idée mise en rythme. Ce sont des structures métriques et sonores préalables dans lesquelles on met des mots. Et donc en fait, d'ailleurs c'est plutôt une composition comme une méthode de composition qu'on connaît chez ce qu'on appelle à tort des improvisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, tous les vers sont nouveaux chez des gens qui connaissent par cœur toutes les structures métriques possibles ici dans l'hexamètre. Et donc, et c'est effectivement ça correspond à ce que vous dites à propos aussi de la traduction. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma premier, c'est l'hexamètre grec, hein, dans lequel on va mettre du latin, ce qui était très compliqué. Parce que l'utilisation de la métrique grecque a été relativement tardive à Rome, parce que c'est difficile de mettre du latin dans la métrique grecque. Et en articulant ce que vous avez, ce texte sur la traduction et le texte de la composition, ce texte de la composition fait comprendre que toute littérature latine est une traduction. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit toujours de faire des lettres grecques en latin, hein, en langue latine. Et donc, il s'agit bien, on revient à ça, de faire de l'Homère en latin, en langue latine. Hein. Alors, c'est effectivement toujours ce modèle de l'origo, c'est-à-dire il y a quelque chose il y a un poème qui vient d'ailleurs, hein, et qu'on va installer en le changeant de nom, enfin ici en changeant de langue, dans un espace nouveau. C'est exactement ça. Mais en même temps, Homère est toujours présent, au présent, dans Virgile. Et c'est ça, en fait, qui rend les choses difficiles. C'est-à-dire que on ne peut pas lire Virgile si on ne connaît pas Homère. De même qu'on ne peut pas lire Virgile si on ne connaît pas la Rome d'Auguste, et si on ne connaît pas plein de choses. Par exemple, vous citiez tout à l'heure, les premiers vers de l'Énéide traduits par Paul Venn. Alors, il y a une chose qui ne passera jamais pour nous, jamais comprendre, c'est que les premiers vers disent « il est arrivé à Lawinium ». Simplement, il n'est pas pu arriver à Lawinium puisque Lawinium n'existait pas. Donc vous voyez, rien que le parcours d'Énée est une fiction, puisqu'il se déplace dans un espace sans temporalité. Et ensuite, d'ailleurs, je sais qu'il a, par personnalité posée, il en a entendu parler, lorsqu'il traduit Canot, puisqu'on est dans la traduction, Canot. Vous parlez de Paul Venn. Hein. Oui, traduit Canot par « je vais chanter ». Mais non, c'est un présent. C'est « je chante ». C'est un performatif. C'est-à-dire, le fait même de fabriquer l'Énéide, c'est son chant. Et le fait de prendre des hexamètres, c'est ce terme très bizarre latin, cano, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, si ce n'est qu'en fait, cano en latin, ça veut dire je vais fabriquer de la poésie grecque en latin. Et donc je vais l'écrire. Bon, si vous voulez, c'est un jeu perpétuel entre les deux cultures littéraires. Et là, vous avez raison, il fabrique quelque chose de complètement nouveau avec l'Énéide, mais qui est en même temps une réécriture. Donc si on n'est pas dans la fondation de Rome, on est néanmoins dans la fondation d'un certain genre littéraire, oui, qui pour le coup n'avait pas eu lieu avec Homère.
fondation d'un genre littéraire, est-ce que l'expression est juste, mais Homère, lui, il avait rien fondé, effectivement, il est dans... Vous avez raison, excusez-moi, je suis un peu lente parfois. Il est dans une tradition. Et là, il s'agit à la fois de reprendre la tradition homérique, mais de l'installer comme une sorte de double, de double d'Homère. Ça supprime pas Homère, mais ça l'installe en Italie. Et ça le perpétue sous une forme latine. Une autre dimension intéressante, et on l'évoque depuis le début, c'est le rapport au temps, à la temporalité, à savoir l'origo n'est pas tout à fait un commencement absolu parce qu'il a lieu quand même dans le temps. En même temps, il est ouvert au futur, un futur qui est dans le passé puisque l'Énéide, pour nous, lecteurs, a été écrit il y a bien longtemps maintenant. Et je ne sais pas si les auditeurs l'ont reconnu, mais on a entendu la musique de la série Rome qui procède de la même manière que l'Énéide, à savoir va s'adapter au spectateur en lui donnant à lire. On a l'impression d'être dans un monde déjà connu de Rome, avec des empereurs, avec des esclaves, et en même temps c'est un monde complètement fictif, complètement déconnecté de toute réalité et de toute historicité. Oui, enfin, le problème avec la série Rome, c'est qu'elle s'est présentée comme historique. C'est ça un peu un problème. Mais je ne voudrais pas revenir sur ce... Non, mais sans revenir là-dessus, qu'est-ce que le rapport au temps entre l'Énéide et même les séries qui ont un rapport, les séries, les thèmes, les récits qui ont un rapport avec l'histoire. C'est-à-dire que l'Énéide inaugure aussi un rapport au temps qui est complètement inédit. Je pense que c'est notre rapport au... Je veux dire que inédit, non, parce qu'en fait, je pense que c'est ainsi que ça se passe. C'est nous qui avons inventé le temps linéaire. Et en particulier, à partir du moment où on est entré dans le christianisme, puisqu'il y a un début, alors qu'en fait, dans l'Antiquité, il n'y a jamais de début. Bon, certes, on a cet origo, qui est une représentation très particulière à Rome, mais sinon, certes, dans la culture grecque, on a des généalogies, mais il n'y a jamais de début. C'est-à-dire qu'en fait, on peut remonter, mais dans la mesure où la mythologie n'est pas un dogme, on peut toujours rajouter un récit, on peut toujours rajouter dans un récit de fondation quelqu'un qui était avant. Et d'ailleurs, il y a eu des travaux très intéressants sur les récits de fondation, où il n'y a jamais rien qui soit a priori. Alors on raconte qu'un tel est venu, on a le grand fondateur, mais avant, il y a déjà, par exemple, à l'époque d'Atlas ou des Arcadiens, des gens qui étaient déjà venus, qui étaient passés. Puis, en fait, il y a des refondations sans arrêt. Donc on est un monde feuilleté, mais pas un monde historique au sens moderne, où il y aurait des causes, etc., et où il faudrait toujours remonter jusqu'à un point zéro. Tous les chemins mènent à Rome, il suffit simplement d'y croire. Ta destinée, mon petit bonhomme, est dans ta main, ne l'oublie pas. Et garde en mémoire que sur la route de l'histoire, tous les chemins mènent à Rome, et Rome est toujours là. Toi qui viens de sortir de l'enfance, ton cœur est tout gonflé d'espérance. En toi, il te faut... Merci beaucoup Florence Dupont. J'étais ravie de commencer cette semaine sur Rome avec vous. Je rappelle que l'on peut lire de vous Rome, la ville sans origine, paru en 2011 aux éditions du Promeneur. Je cite aussi Homère et Dallas, introduction à une critique anthropologique, qui est disponible aux éditions Quimet, et également Le théâtre romain, dont vous êtes co-auteur avec Pierre Le Tessier, est disponible aux éditions Armand Collin. Que sur la route de l'histoire, tous les chemins mènent à Rome, et Rome est toujours là.